La Cour pénale internationale, régie par le Statut de Rome, est la première Cour pénale internationale permanente créée par traité pour contribuer à mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, à savoir les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide et le crime d'agression. Le siège de la Cour se trouve à La Haye, aux Pays-Bas. À ce jour, 7 situations font l'objet d'enquêtes devant la CPI. L'Ouganda, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Darfour, Soudan, le Kenya, la Libye et la Côte d'Ivoire. Le gouvernement de la République centrafricaine a renvoyé la situation devant la Cour en décembre 2004 et des enquêtes ont été ouvertes par le procureur en mai 2007. L'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo est la seule affaire actuellement en cours d'examen dans le cadre de la situation en République centrafricaine. M. Jean-Pierre Bemba a été transféré à la Cour le 3 juillet 2008 et est actuellement détenu au quartier pénitentiaire de la CPI à La Haye. Les juges ont confirmé à son encontre 2 charges de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et 3 charges de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage, qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. All rise. We will then. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. We will asseoir. Le procès de Jean-Pierre Bemba s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la Cour, qui est composée des juges Sylvia Steiner, juge présidente, Joyce Aluosh et Kuniko Ozaki. Le procès a débuté avec la présentation des éléments de preuve du bureau du procureur qui s'est déroulé jusqu'en mars 2012. Conformément à la procédure, ce sera ensuite au tour des représentants légaux des victimes, puis de l'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba, de mener leurs présentations respectives. Au cours de sa présentation de preuves, le bureau du procureur a cité devant la Chambre un total de 40 témoins. Ces témoins ont, pendant leur audition, été interrogés par l'accusation et contre-interrogés par la défense et ont par ailleurs répondu à des questions des représentants légaux des victimes. Pendant leur déposition, la plupart des témoins à charge ont évoqué l'arrivée de troupes du MLC, Mouvement de libération du Congo, qu'ils désignent également par le terme de Banyamulenge, en République centrafricaine à la fin 2002. D'après certains témoignages, les soldats du MLC auraient traversé le fleuve Ubangi à partir de Zongo, en République démocratique du Congo, pour rejoindre Bangui, en République centrafricaine. Je traverse. Voilà, les camions arrivent. Ils embarquent. Je fais marche arrière. Le temps de tourner, les ramener. J'arrive. J'accoste. Ils descendent. S'il y a des blessés de l'autre côté, ils montent. Je fais marche arrière. Je tourne. Je les ramène à Zongo. De l'autre côté, il faut amener munitions. C'est comme ça. Cette rotation-là, je vous dis, monsieur de la Cour, que ce n'était pas du tout chose facile. Certains témoins ont en outre expliqué que les troupes du MLC étaient venues prêter main forte au président centrafricain de l'époque, Ange-Félix Patassé, face à une rébellion menée par le général François Bozizé. Les MLC s'est ravitaillé à la République centrafricaine. C'était leur base arrière, dont tout leur carburant venait de là. La ration pour les militaires, le sel, par exemple, et la farine venaient de la République centrafricaine. Les munitions aussi, des fois, ça venait aussi de la République centrafricaine. Donc, Patassé était très important pour le mouvement de la libération du Congo. Donc, les relations étaient très étroites, donc Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas voir la chute de Patassé. C'est-à-dire, si la chute de Patassé, ça va répercuter aussi sur leur mouvement de l'autre côté. Je me souviens à cette époque de 3 principaux événements. D'abord, le 25 octobre 2002,
il y a eu une tentative de coup d'État perpétrée par le général Bozizé et ses hommes contre le régime de M. Ange Félix Patassé. Il y a ensuite eu l'incursion en novembre 2002 des miliciens de l'armée de libération du Congo en Centrafrique. Et troisième événement que je peux mentionner, c'est le coup d'État finalement réussi par le général Bozizé et ses hommes le 15 mars 2003. Une fois arrivés en RCA, les soldats du MLC auraient investi plusieurs quartiers aux alentours de Bangui et auraient commis des viols, meurtres et pillages contre la population, ont déclaré plusieurs témoins de l'accusation. Certains témoins auraient eux-mêmes été victimes de telles exactions. Que ces Banyamulenge sont venus chez moi à la maison aux environs de 8 heures du matin afin de nous agresser, mon épouse et moi. Monsieur le procureur, ces hommes se comportaient comme des fous. Ils fumaient du chanvre indien. Ils consommaient l'alcool de traite. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je pouvais faire? Ces hommes étaient drogués. Ils avaient une très mauvaise attitude. Ils étaient très agressifs. Imaginez-vous quelqu'un qui vient défoncer votre porte et vous vole vos biens. Mais ces biens ne seront jamais restitués. Je vous jure, jusqu'aujourd'hui, les habitants de Bangui vivent dans la désolation à cause des rebelles de Bemba, à cause de Bemba lui-même. Mais où est-ce qu'il a trouvé ces gens-là pour nous les envoyer? Pourquoi a-t-il fait cela? Mais qui l'a trompé? Qui l'a trompé pour pouvoir nous envoyer ces rebelles? Ils étaient 5. Il n'y avait pas d'électricité. Tout était sombre. Mais eux avaient des torches à la main. Donc, ils m'ont tiré du lit pour me projeter au sol. Lorsque j'ai été projeté au sol, ils m'ont déshabillé. L'un d'entre eux a d'abord couché avec moi. L'autre tenait son arme braquée au niveau de la tempe. Le premier, après avoir couché avec moi, a laissé la place au second. Et lorsque j'étais allongé à côté du frigidaire, deux autres sont entrés dans la chambre où couchait l'une de mes filles qui avait 11 ans. Elle a été dépucellée, elle a été violée. Cette fille mineure a été violée. Et les autres enfants qui étaient dans la chambre voulaient crier et les agresseurs les ont menacés. Ne criez pas, sinon on allait tirer sur vous. Ils ont commis leur forfait et à leur sortie, ils ont pillé les biens. Ils ont pris les malles des frigidaires et même les biens de mes frères qui étaient dans leur maison. Ils ont pris tous ces biens-là. Ma famille et moi n'avions pas eu de souffrance physique, ni d'attaque physique, mais notre choc a été matériel et psychologique.
l'impact psychologique, c'est que moi-même, en tant que magistrat, avec le rôle que je joue dans la société, on m'a rapporté que lorsqu'ils avaient pris ma robe de magistrat, certains l'ont portée et se sont promenés dans le quartier. Et ensuite, les enfants, ma femme et mes enfants, avec tout ce que nous avons investi, en une journée, ont été donc enlevés de là où ils étaient. Nous avions passé des moments difficiles à dormir sur des tapis avant de trouver des lits. Ça a marqué les enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, certains grands sont toujours touchés parce qu'ils se remémorent toujours qu'en une journée, ils ont perdu tout ce que je leur avais fait. L'impact psychologique est réel. Et jusqu'à aujourd'hui. Un témoin expert en psychiatrie, cité par l'accusation, est revenu sur des entretiens cliniques qu'il a menés avec des personnes victimes de violences sexuelles en RCA à l'époque des faits. Les 2 études que nous avons publiées, qui ressortent, comme je l'ai dit, des rapports des différentes équipes et de notre pratique clinique, font état de l'existence effective de ces violences sexuelles en République centrafricaine, notamment lors des conflits 2002-2003. De nos entretiens, des rapports des missions qui ont suivi et qui ont précédé notre prise en charge, et des entretiens que nous avons eus avec les victimes, il y a un seul mot qui revenait. Les auteurs étaient les Banyamulenge. Des personnes auteurs de violences sexuelles en République centrafricaine lors des conflits 2002-2003 avaient délibérément violé et violenté des femmes centrafricaines. Leur but était multiple. D'abord, ces victimes étaient considérées pour eux comme des butins de guerre. Deuxième but, violer ces femmes était une façon de les punir d'avoir, entre guillemets, supporté les rebelles. Troisième motivation, c'était pour déstabiliser ces rebelles qui, quelques jours, quelques semaines auparavant, occupaient ces lieux et qui avaient tissé des liens avec ces femmes. Et quatrième motivation, puisque ils étaient des hommes jeunes et qu'il fallait se défouler sexuellement, ils avaient trouvé là des proies faciles pour pouvoir se défouler sexuellement. Les effets sont multiples. Il y a les différents impacts dont nous avons parlé, sur leur corps, sur le fonctionnement correct ou pas de tous les jours, et sur leur état mental, parce que plusieurs ont présenté des troubles psychiatriques. Et enfin, dans plus de 9 cas sur 10 que nous avons suivis, ces femmes continuent d'être stigmatisées, d'être marginalisées par la société. Et il y a quelques-unes dont le couple a été rompu, les liens conjugaux ont été rompus, ce qui signifie une
une déchéance sociale. Le bureau du procureur a en outre cité des témoins qui ont déposé au sujet de la structure et du fonctionnement du MLC, dont Jean-Pierre Bemba était selon eux aussi bien le président que le commandant en chef. En réunion na Zongo, ezalaki passage ya. La réunion de Zongo a concerné le passage du président du MLC qui est venu remonter le moral des troupes et discuter avec des officiers. Il voulait voir si le travail s'est fait de la bonne façon et il est venu également s'entretenir avec des militaires dans la parade, et également leur donner l'ordre de traverser pour se rendre à Bangui. À PK12, il s'est entretenu avec la troupe. Il n'a pas fait allusion au cadavre. Il a félicité la troupe pour le travail effectué. Il avait demandé, il leur avait dit, je vous demande de continuer avec ce travail jusqu'à la fin. Je n'ai rien entendu d'autre par rapport à un quelconque reproche. Le président Bemba était au courant de tout ce qui s'est passé à Bangui. Il en était informé. Il était mieux informé que moi, car il est celui qui avait dirigé l'opération en République centrafricaine. Et donc, il devait être au courant de ce qui s'est passé sur terrain. Comme dirigeant du MLC, je dirais plutôt que il ne manquait pas de courage, mais il était les traits caractéristiques, c'est qu'il était vraiment porté vers l'autoritarisme et la tyrannie. Ça, c'était vraiment les traits caractéristiques. Et aussi une certaine insensibilité envers la souffrance humaine. Vraiment, c'était très, très difficile qu'une autre personne puisse prendre des décisions, des sanctions. Bon, je ne dis pas que sur les terrains, bien sûr, il y a eu des troupes. Et je ne dis pas aussi que c'est lui qui donnait des ordres, que non, aller piller, aller violer. Non. Ici, je me situe sur un autre plan. Qui pouvait décider, par exemple, qu'il y ait une enquête? Qui pouvait décider qu'il y ait des sanctions? Qui pouvait prendre la décision de déplacer les troupes? C'était lui, le commandant en chef, qui avait ces pouvoirs-là. Un témoin expert dans le domaine militaire a témoigné pour le compte de l'accusation au sujet du commandement du MLC à l'époque des faits. Reading through the evidence, j'ai lu les éléments de preuve présentés et les documents que l'on m'a donnés. Et c'est ainsi que j'ai pu rassembler ces informations, que c'était ainsi que les choses se sont passées. Monsieur Bemba était le chef de l'organisation du MLC au niveau politique et au niveau militaire. Donc, ce que faisaient les militaires, eh bien, c'était fait d'après ses instructions et en suivant ses instructions. Et il était aussi le leader politique de toute l'organisation. in my expert opinion, Selon mon opinion d'expert, il avait les moyens d'exercer un contrôle physique sur les troupes qu'il a déployées en République centrafricaine. Un commandant n'a pas besoin d'être physiquement disponible sur place, sur le terrain, aux côtés de ses troupes. Il peut commander de loin, à distance, à condition qu'il ait les moyens d'émettre des instructions à travers sa chaîne de commandement, qu'il ait le moyen de suivre ce que font ses troupes au quotidien ou à tout le moins de manière régulière. C'est ce que l'on appelle assumer le commandement et le contrôle. Command and control, c'est ça la notion militaire de commandement et de contrôle de troupes. La Cour pénale internationale est la première juridiction de l'histoire de la justice pénale internationale à donner la possibilité aux victimes de participer aux procédures par le biais d'un représentant légal.
Dans cette affaire, la Chambre de première instance 3 a autorisé la participation de 2751 personnes victimes des crimes allégués, à savoir le viol, le meurtre et le pillage. Les victimes sont représentées par Maître Marie-Edith Douzima Lawson et Maître Asingambi Zarambo, représentants légaux. À l'issue de la présentation des éléments de preuve du bureau du procureur, ce sera au tour de la représentation légale des victimes de présenter ces éléments dans le procès. La Chambre a autorisé à 2 victimes à comparaître dans le procès comme témoins et à 3 autres victimes à présenter leurs vues et préoccupations dans le cadre de l'affaire. Maître Marie-Edith Douzima Lawson, qui représente 1608 victimes au total, est revenue sur la participation des victimes dans le procès. D'abord, je voudrais préciser que est victime celui qui a subi des préjudices, un ou des préjudices en relation avec les crimes reprochés à l'accusé. Et un certain nombre de victimes ont demandé donc à participer à la procédure, et ces victimes sont représentées par des avocats qu'on appelle des représentants légaux des victimes. Ces avocats ont pour tâche de participer au procès, de présenter les vues et préoccupations des victimes, de présenter des conclusions, des écritures telles que des requêtes, des observations, des réponses, etc. à la Chambre. Et donc c'est dans ce sens que les représentants légaux des victimes contribuent à la manifestation de la vérité dans cette procédure. Nous participons pleinement à la procédure, au débat. Donc nous sommes souvent autorisés à notre demande, selon la procédure qui a été établie par la Chambre, à interroger également les témoins du procureur sur différents aspects. Et ces témoins, il s'agit de tous les témoins du procureur, que ce soit des témoins tout court, que ce soit des témoins à double statut, c'est-à-dire des victimes qui ont été appelées à témoigner par le procureur, et que ce soit aussi des témoins experts. Ça peut être un expert en matière de viol, en violence sexuelle, un expert militaire, un psychologue. Donc nous sommes autorisés, à notre demande, bien sûr, à interroger tous les témoins du procureur, et ce que nous avions fait pendant la présentation des preuves du procureur. Alors, vous voyez que les 2 victimes qui vont témoigner donc pour apporter des éléments de preuve sont des victimes qui viennent de localités autres que Bangui et ses environs. Parce que dans la répartition des victimes, j'ai été désignée pour représenter toutes les victimes qui sont à l'intérieur de la République centrafricaine, donc en dehors de Bangui. Et l'un des arguments que j'ai avancé, c'était de dire que parmi les témoins à double statut, donc des victimes qui ont été appelées comme témoins par le procureur, il n'y a pas eu des victimes à proprement parler qui viennent de ces localités. Bien qu'il y ait eu des victimes qui ont parlé au nom de ces localités, mais ça n'a pas la même valeur que des victimes qui ont vécu les faits sur place et qui sont restées sur les lieux jusqu'aujourd'hui. Et donc, il s'agira de 2 victimes qui viennent de ces localités. Et ensuite, il y a des victimes que la Cour a autorisées tout simplement à présenter des vues et préoccupations.
Je vous disais que c'est une première et c'est intéressant. Cela démontre que les victimes ont apporté une plus-value à ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui. Elles pourront raconter leur histoire sans pour autant qu'on leur dise pourquoi ceci, pourquoi cela. Elles auront à raconter leur histoire. Elles auront à dire ce qui leur est arrivé, ce qui est arrivé à leur communauté, ce qu'elles attendent de ce procès, ce qu'elles attendent de l'avenir. Et donc c'est intéressant pour la suite de la procédure qu'il y ait des victimes qui puissent faire entendre leur voix. Conformément à la procédure devant la CPI, à l'issue de la présentation des représentants légaux des victimes, ce sera au tour de l'équipe de défense de M. Jean-Pierre Bemba de mener la présentation de ces éléments de preuve. Maître Aimé Kilolo Moussamba, conseil de la défense, est revenu sur le rôle de la défense jusqu'ici dans le procès, ainsi que sur les prochaines étapes. Effectivement, au cours de la présentation des éléments de preuve du bureau du procureur, le rôle de la défense a été un rôle d'écoute, d'observation, d'analyse sur les différentes dépositions des témoins du bureau du procureur. Il faut savoir que l'accusé bénéficie d'un droit sacré, celui qui est le droit au silence. Maintenant, il va de soi que nous avons aussi interrogé les différents témoins qui sont venus pour mettre en lumière les paradoxes et les contradictions qui se sont avérées au cours de différentes dépositions. Maintenant, le grand débat, et c'est ça que nous allons démontrer, c'est d'établir que le fait qu'un agresseur parle le lingala ne peut pas être un critère déterminant de distinction entre les Congolais et les Centrafricains. Nous allons aussi démontrer que durant toute la période des commissions de crimes, entre le 25 octobre 2002 et le 30 octobre 2002, dans toute la région, dans le cœur de Bangui, je dirais entre le PK4 et le PK12, eh bien, ce sont les forces rebelles conduites par le général Bozizé qui occupaient les différents secteurs d'opération où se sont déroulés les crimes durant les périodes citées par les différents témoins. Maître Kilolo a indiqué que la défense prépare la présentation de ces éléments de preuve depuis le début du procès. La préparation des éléments de preuve de la défense prend effectivement beaucoup de temps. Il faut savoir que nous n'avons pas commencé à la fin des dépositions de témoins du procureur. C'est depuis l'aube de ce procès que nous avions commencé à nous préparer, dans la mesure où nous disposions déjà d'un dossier avec des déclarations préalables des témoins du procureur, donc ce qui nous a permis en fait de parler aujourd'hui d'une préparation qui remonte à plus de 3 ans. Maintenant, il faut reconnaître que après que le procureur ait fini, je dirais, d'affiner sa présentation de sa théorie de l'accusation, ceci nous amène bien entendu à multiplier de réunions d'abord entre avocats pour affiner aussi la réponse en termes de stratégie de la défense, mais nous avons aussi plusieurs réunions avec M. Jean-Pierre Bemba lui-même. La défense n'a pas encore annoncé le nombre de témoins qu'elle citerait à comparaître dans le procès. Maître Kilolo a toutefois donné une estimation proche du nombre de témoins du bureau du procureur, à savoir une 40aine de témoins. Il serait prématuré pour l'instant de vous donner un nombre définitif des témoins de la défense, mais pour vous donner une idée, vous allez vous référer sur les nombres de témoins du procureur. Donc ce sera à peu près la même chose, environ une 40aine de témoins. À la seule différence, comme je l'ai déjà précisé, c'est que nous apportons des témoins qui étaient sur le champ de bataille et qui font la différence avec les témoins du bureau du procureur et qui répondront directement aux questions du commandement
en donnant les noms des officiers centrafricains qui étaient au commandement des opérations militaires menées par le contingent MLC dans leur pays. Maintenant, le temps que cela peut prendre pour la présentation de nos éléments de preuve dépend de différents facteurs. Il y a bien entendu des témoins qui nécessitent de couvrir beaucoup plus des questions que d'autres. Cela dépend aussi des contre-interrogatoires du bureau du procureur dont nous ignorons pour le moment la stratégie. Tout dépend aussi des questions qui seront posées par les représentants légaux des victimes. Alors, il faut savoir aussi que la Chambre aussi a le droit de poser des questions. Et cette fois-ci, étant donné qu'il y a eu plusieurs noms d'officiers impliqués sur le théâtre des opérations qui ne sont jamais venus et dont certains viendront avec la défense, il se pourrait que la Chambre soit amenée aussi à poser un certain nombre de questions. Maintenant, si cela ne devait dépendre que de la défense, nous pensions qu'en 8 mois, nous devrions pouvoir couvrir la présentation de nos éléments de preuve. À l'issue de la présentation des éléments de preuve de la défense, conformément à la procédure, les parties et participants au procès auront la possibilité de soumettre des déclarations de clôture avant que la Chambre ne prononce sa décision sur l'innocence ou la culpabilité de Jean-Pierre Bemba Gombo.